Bonjour. Donc, après avoir vu précédemment les étapes de la modélisation économétrique, à savoir l'étape de spécification, là où on devrait spécifier le modèle qui va engendrer notre problématique ou bien notre sujet de recherche, vient l'étape d'estimation, là où on devrait estimer pertinemment les paramètres des modèles déjà spécifiés en utilisant une méthode adéquate à la nature de données et à celle du modèle, vient finalement l'étape de validation, là où la théorie des tests est prépondérante pour soit valider le modèle et l'admettre pour outil, ou bien comme outil d'analyse de notre problématique de recherche, ou bien de le rejeter carrément. Nous avons aussi, dans un autre chapitre, le modèle linéaire de régression simple. Nous avons vu que c'est un modèle qui met en jeu deux variables. Une variable endogène qui est exprimée en fonction d'une autre variable exogène, en rajoutant bien sûr un terme aléatoire et une constante. Nous avons vu aussi quelles sont les méthodes d'estimation. Nous avons vu principalement la méthode du moindre carré ordinaire comme méthode utilisée pour estimer les paramètres du modèle de régression linéaire simple. Nous avons vu aussi comment analyser la qualité de cet ajustement que nous avons fait par les moindres carrés ordinaires. Nous avons vu aussi les hypothèses de base de la régression linéaire simple. Et finalement, nous avons vu, via bien évidemment la théorie des tests, quels sont les tests qu'on devrait utiliser pour valider le modèle de régression linéaire simple et l'utiliser bien évidemment comme outil d'analyse d'une situation économique donnée. Aujourd'hui, on va voir, toujours dans le cadre linéaire, le modèle de régression linéaire multiple, qui est bien évidemment un outil statistique plus adapté et plus mis en œuvre pour les études à caractère multidimensionnel, c'est-à-dire les études dont les données sont multidimensionnelles. Donc il s'agit d'une généralisation du modèle de régression linéaire simple. Comment se présentent les modèles de régression linéaire multiple? Donc, comme vous le voyez ici en bas, donc, nous avons une variable endogène, ou bien on pourrait l'appeler aussi une variable dépendante, ou bien une variable à expliquer, qui est exprimée en fonction de plusieurs variables exogènes. Bien évidemment, plus un terme constant et un terme aléatoire qu'on devrait minimiser, bien sûr. Les données utilisées dans cette modélisation, il faut qu'ils proviennent de l'observation d'un échantillon aléatoire, et là j'insiste sur le terme aléatoire parce que nous avons vu précédemment quelles sont les méthodes d'échantillonnage probabilistes qu'on devrait utiliser pour avoir des résultats pertinents. Parce que l'objectif
de la modélisation, c'est de pouvoir concevoir un modèle, voilà, un modèle économétrique pour analyser une problématique donnée ou bien un sujet de recherche donné. Il faut que les conclusions et les recommandations issues de cette étude, il faut qu'elles soient généralisées à toute la population concernée et non pas uniquement à l'échantillon que nous avons pris en considération pour pouvoir faire cette modélisation. Ce modèle-là, ou bien cette formulation-là, cette écriture-là, on pourrait l'écrire aussi sous une forme matricielle, là où on pourrait admettre grand X comme étant une matrice représentative, voilà, des variables exogènes. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons la variable, ou bien le terme x1, cela veut dire que c'est la valeur prise par la première variable pour la première, ou bien de la première unité statistique, de la première observation. Donc, x1, ou bien la variable x1, elle est observée sur les données, ou bien toutes les données de l'échantillon. De même pour x2, x3, xj et xp. Donc, la matrice X est une matrice d'ordre NP. N, c'est la taille de l'échantillon et P, c'est la PM variable ou bien le nombre de variables exogènes que nous avons pris en considération dans la modélisation que nous avons fait. De même, le vecteur Y, il représente toutes les valeurs prises par la variable dépendante sur toutes les observations faites pour notre échantillon. C'est-à-dire que toutes les observations de l'échantillon que nous avons pris pour notre étude. Ici, vous voyez que, en fait, Y, c'est un vecteur colonne, et j'ai utilisé, ici, pour gagner de l'espace, j'ai utilisé le transposé de ce vecteur-là. C'est pour cela que je l'ai mis en ligne. Comme vous le savez, dans la plupart des modèles que nous avons vus, bien, vous pouvez voir après, sont des modèles qui tolèrent l'existence d'une partie constante ou bien d'un terme constant. Dans le modèle précédent, c'est le terme avec lequel on commence toujours. En fait, c'est le premier terme du deuxième membre de l'égalité. C'est la constante. C'est le bêta 0 ou bien c'est le A dans la régression linéaire. C'est le B, pardon, dans la régression linéaire simple. Et pour tenir compte de l'effet de la constante dans la formulation matricielle, on devrait le prendre en considération ici en rajoutant D1 ou bien le vecteur D1 à la première colonne de la matrice représentative des variables exogènes. Donc, c'est une matrice qui aura comme forme matrice d'ordre NP plus 1. De même, le vecteur du terme aléatoire, c'est un vecteur aussi colonne qui prend les valeurs de 1 à P, c'est-à-dire le rang des variables exogènes que nous avons pris en considération dans le modèle. Vous voyez ici que je l'ai mis en transposé. De même, pour bêta, c'est en fait le vecteur des coefficients de régression des variables exogènes
et de la constante. Donc finalement, la formulation matricielle des modèles que nous avons vus auparavant s'écrit de la forme suivante. Y, le vecteur Y, égale à X, la matrice X, fois le vecteur bêta, plus le vecteur du terme aléatoire, ou bien le vecteur des résidus.